Le département de la sécurité a désormais sa salle de sport, de documentation et d'archivage. La cérémonie d'inauguration était présidée par le ministre de tutelle, Mamadou Fane. Reportage. La victoire commence dans l'esprit et un adage disait qu'un esprit sain grandit dans un corps sain. Voilà comment on peut résumer la double inauguration de deux infrastructures par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit tout d'abord d'une salle de sport entièrement équipée et financée sur budget national. Cette salle entièrement équipée et financée sur fonds propres était attendue et même très attendue. En tant que militaire, la pratique du sport régulièrement est un coefficient très élevé de notre quotidien. Je n'insisterai donc jamais assez sur cette vérité élémentaire et voudrais donc engager chacune et chacun à la volonté et au courage de fermer son ordinateur, de fermer un dossier, d'interrompre une activité pour faire un détour par la salle de sport. La deuxième infrastructure inaugurée par le général de division Daoud Ali Mohamedine est la salle de documentation et d'archivage, un lieu important pour la mémoire du département. L'unité de documentation et d'archivage est par excellence le lieu qui stocke, conserve et transmet le fruit de notre travail intellectuel. Elle est le témoignage le plus éloquent de notre passage ici-bas au service d'une administration, mais toujours de la nation, à l'effet de permettre à nous-mêmes d'abord, puis à ceux qui vont nous succéder. L'inauguration de ces deux infrastructures procède de la volonté des autorités de la transition de créer les meilleures conditions d'épanouissement physique et intellectuel du personnel. Il s'agit donc d'augmenter leur productivité et leur efficacité indispensable à l'exécution de leurs tâches. Ils sont désormais hors d'état de nuire. Je vous parle des présumés malfrats évoluant dans le domaine de l'alimentaire. Un coup de filet de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako qui vient justement de procéder à la fermeture d'une usine clandestine de production de jus. Située sur la rive droite du district de Bamako, l'entreprise en question ignorait royalement toute la réglementation en la matière. On peut dire que c'est une chose terminée aujourd'hui grâce à la vigilance de la DRCCC. Plus de détails avec Benoro Fofana et Siriki Balou. La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako frappe un grand coup en fermant une unité de production clandestine de jus sur les bases du renseignement. L'usine en question est située à Djanegela, en commune 6 du district de Bamako. Cette structure produisait et écoulait des jus sur le marché malien sans aucune analyse. C'est dans le cadre de la surveillance du marché que nos équipes ont constaté la présence d'une unité clandestine de production de boissons. Donc lorsqu'ils ont constaté la présence, ils ont demandé aux promoteurs vraiment de donner les agréments, les autorisations pour pouvoir mener une telle activité. Donc après les discussions, le promoteur n'a pas pu vraiment donner ces papiers-là. C'est la raison pour laquelle nous avons procédé à la fermeture des dites unités. Face à cette situation, la DRCC, en tant que sentinelle, s'engage à retirer du marché ces boissons déjà écoulées afin d'assurer la sécurité des consommateurs. Déjà, nos équipes sont déjà déployées sur le marché. Donc, tous ceux qui sont déjà sur le marché, nos équipes vont continuer à travailler dans les circuits de distribution pour pouvoir retirer ces produits-là qui sont sur le marché. Parce que ces produits-là ne sont pas du tout bons pour nos consommateurs. Pour le moment, nous n'avons pas vraiment les éléments pour pouvoir dire que vraiment ce produit-là est de bonne qualité. C'est la raison pour laquelle on va retirer ces produits-là sur le marché. Et puis nous demandons aussi aux commerçants qui détiennent un stock important de ces produits-là de les déclarer auprès de nos structures. Nous sommes dans toutes les communes du district de Bamako. Nos structures sont dans ces différentes communes, donc ils peuvent aller les déclarer auprès de nos services régionaux pour qu'ils puissent vraiment procéder au retrait vraiment de ces produits-là. En plus de nuire à la santé publique, ce genre d'unité de production échappe en toute illégalité aux différentes taxations. Donc un manque à gagner pour l'État. Les fauteurs seront exposés vraiment à des sanctions. Les sanctions peuvent être financières, ils peuvent avoir des poursuites judiciaires. Donc c'est une situation très grave. Ce genre d'unité nuit véritablement à l'économie nationale parce que c'est de la concurrence déloyale. Il y a des opérateurs qui se sont mis en règle. Vous savez, se mettre en règle,
Cela nécessite des coûts. Donc ceux qui se mettent en règle et paient les taxes, paient les impôts à l'État, et ceux qui viennent clandestinement produire vraiment et ils n'ont pas de coûts. Donc ils peuvent concurrencer, prendre les parts de marché de ceux qui se mettent en règle. Cet exploit engendré par Fousseini Bamba et son équipe est un signal envoyé aux autres clandestins pour dire qu'ils sont dans le collimateur de la DRCC. Ils n'ont que pour intérêt de se mettre en règle en abandonnant toute pratique malveillante. Innov Mali salue, félicite et encourage l'excellence au féminin. Au compte de sa 2e édition de Femmes d'Impact, l'agence a su mettre en relief le savoir-faire des femmes maliennes qui arrivent à se démarquer dans différents domaines d'activité afin de pouvoir significativement impacter sur le développement de notre nation. Votre télévision nationale n'a pas été oubliée. Innov Mali croit au talent féminin qui l'anime, d'où des distinctions en leur faveur. Je m'arrête là. Mantia Traoré nous raconte le déroulé de la soirée présidée par une autre femme d'impact, en la personne de Madame le ministre de l'Entrepreneuriat, Oumou Salsek, qui avait à ses côtés un parterre de personnalités. Cette année encore, les trophées ont distingué plusieurs femmes issues de domaines aussi variés que la culture, la politique, les médias, l'impact social, l'entrepreneuriat, le sport, la couture, la beauté, le bien-être et bien d'autres. Sélectionnées à l'issue d'un panel rigoureux, les lauréates ont été distinguées pour leur courage, leur détermination et leur engagement dans la société. L'objectif, c'est de vraiment mettre en lumière des parcours de femmes inspirantes et inspirer la jeune génération et surtout rassembler les femmes autour de l'essentiel. Cette année, nous avons reçu le Sénégal comme pays invité d'honneur. La soirée n'a pas seulement été un espace de distinction, elle a également été un moment festif, rythmé par des prestations artistiques. C'est une immense joie et je place ce trophée dans 2 cadres précis. Le premier cadre, c'est un cadre d'honneur. Ça fait honneur de savoir qu'on est remarqué dans le travail qu'on fait au quotidien, parce que ce travail, on le fait pour le grand public et être remarqué et être récompensé, ça ne fait que plaisir. Le deuxième cadre, ça c'est un cadre que j'appellerais un cadre poids. Parce que déjà, quand on a un trophée, il faut tout faire pour ne pas décevoir. Écoutez, je suis toute contente, je suis femme d'impact. C'est une distinction qui est un privilège et un honneur pour ma personne. Et ce prix, je le dédie à ma mère, Amisso Traoré, qui était réellement une femme d'impact parce qu'elle a su impacter sur ma vie. Aujourd'hui, la femme que je suis, surtout la femme journaliste que je suis devenue, elle a beaucoup travaillé sur ça et je peux le dire aujourd'hui, c'est grâce à son éducation où je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Mais malheureusement, elle n'est pas là pour vivre cette belle aventure avec moi. Donc ce prix-là, je lui dédie ce prix-là. Et à toutes les femmes du Mali. Ce prix, ce n'est pas seulement une reconnaissance personnelle, mais celle de toute une équipe. Mon équipe, la team Lala du Grain de Midi. Quand le travail que nous faisons quotidiennement est apprécié par le peuple malien, ça ne peut que nous honorer. Vraiment. Le message que j'ai à lancer, c'est quoi? Les femmes, ils n'ont qu'à croire à leurs rêves. Ils n'ont qu'à croire en elles. Dans la vie, tout est possible. En 2 éditions seulement, Femmes d'Impact s'impose comme un rendez-vous annuel incontournable. Et sur un tout autre plan, l'ISPIC abrite depuis ce lundi matin les épreuves du diplôme d'études comptables et de gestion financière. Il s'agit d'un programme de formation organisé par l'UEMOA, un examen communautaire organisé simultanément dans l'espace UEMOA en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Pour cette session, ils sont 72 candidats, nous informe Bokari Koulibaly. Lundi 1er septembre 2025, il est 8h précises à l'ISPRIC. Dans 2 salles de l'établissement, l'ambiance est studieuse. De futurs experts comptables planchent sur les épreuves du diplôme d'études comptables et de gestion financière d'ECOGEF, un examen communautaire initié par l'UEMOA. Cette session regroupe au Mali 72 candidats. C'est ma 2e fois de participer à ce concours parce que l'année dernière, on avait fait des anticipations en économie et en anglais. Mais c'est ma première fois de participer à un examen en droit des entreprises. L'objectif de ce diplôme, c'est vraiment d'avoir des professionnels comptables de même niveau dans les 8 pays afin de faciliter l'intégration et la mobilité de la profession au sein de notre espace.
Organisé en partenariat avec l'Ordre des experts comptables, ce diplôme occupe une place stratégique pour la profession et pour l'UEMOA, au regard de son rôle dans la promotion des compétences et l'accompagnement du développement économique de la région. Nous constatons une évolution par rapport aux candidats. À la date d'aujourd'hui, je peux dire que 20% en tout cas de la profession d'expert comptable est constituée des sortants du DECOFI. Donc c'est que vraiment nous notons une amélioration importante par rapport aux années initiales. Ma présence ici est double. D'abord pour encourager les candidats qui ont choisi un métier qui n'est pas facile, parce que c'est un métier dont l'objectif est de certifier la qualité de l'information financière. Donc j'ai trouvé les candidats très motivés et ça nous rassure. Deuxièmement aussi, c'est d'exprimer toute notre gratitude de la commission de l'UEMOA à l'ensemble des parties prenantes pour la pérennisation de ce diplôme qui a été initié depuis 2000. Cette année, l'ISPRIC sert de centre agréé pour l'organisation des épreuves. Celles-ci se déroulent simultanément dans l'ensemble des pays de l'Union, conformément à la volonté d'harmonisation de la formation et de la certification. À la fin des épreuves du DECOGEF le 15 septembre, débutera l'examen du diplôme supérieur de gestion et de comptabilité d'ESCOGEF et qui devra s'achever le 28 septembre. Le projet Transformation inclusive des systèmes alimentaires locaux officiellement lancé dans la région de Bandiagara, Agibou Koulibaly nous en parle. Après Ségou et Mopti, le projet TISAL, Transformation inclusive des systèmes alimentaires locaux, pose ses valises sur les falaises de Bandiagara, une initiative qui vise à renforcer les chaînes de valeur alimentaire locales à travers la formation des jeunes, l'appui à la transformation et la mise en réseau des acteurs. Pendant les années sombres vraiment du pays de Gom, WASAS en 2017 fut la première ONG humanitaire à venir au secours et au CV des populations déplacées, également des populations hautes de Bandiagara. En exposant les grandes lignes du projet, les intervenants ont souligné que TISAL se veut à la fois ambitieux, innovant et porteur d'espoir pour la région de Bandiagara. Ce projet d'un budget global de 7 milliards 71 millions 216 460 francs CFA est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, BMZ, pour une durée de 52 mois. Cet événement marque une étape importante dans notre engagement commun pour un développement durable, équitable et résilient dans une belle région de Bandiagara pleine d'atouts et de potentialités. Ce projet se distingue par une approche intégrée, participative et inclusive. Il vise à renforcer les capacités locales à travers des formations, la construction et la réhabilitation des infrastructures agropastorales et des habits ciblés. Promouvoir l'innovation grâce à l'implication des acteurs comme Humanité et Inclusion, DONAP et certains instituts de recherche appliqués comme l'IR, ICRISAT ou ICRAF. Avec une durée de mise en œuvre allant jusqu'en décembre 2028, le projet TISAL, Transformation inclusive des systèmes alimentaires locaux, ambitionne de transformer les systèmes alimentaires locaux dans 30 communes du centre du Mali en misant sur la durabilité, l'inclusion et la résilience. Au Niger, 16e édition du prix de l'excellence organisée par l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi, Toudjani Oumarou et Suleiman Boubacar, compte rendu. Promouvoir et célébrer l'excellence est désormais une tradition pour l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi, à travers les prix de l'excellence qu'elle a initiés depuis 2008 et qu'elle organise chaque année en vue de récompenser les meilleurs élèves au baccalauréat professionnel. Pour cette 16e édition du prix de l'excellence, l'événement s'est déroulé dans une ambiance de retrouvailles fraternelles, de partage des valeurs de l'excellence et de solidarité, mais surtout de magnificence, du succès de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dont les LTDK demeurent une référence.
Plus que des camarades, l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi est aujourd'hui une famille, à travers cette initiative qu'elle a mise en place et qu'elle a su perpétuer au fil des années. Le prix d'excellence qui récompense les 7 meilleurs bacheliers du lycée d'Ankasawa est en adéquation avec les grandes orientations de la lettre de mission à nous confiée par le président de la République. Le clou de la cérémonie a été la remise des prix aux lauréats de cette 16e édition baptisée Prix Dr Farmo Moumouni. Il s'agit des candidats au baccalauréat professionnel session 2025 qui ont obtenu les meilleures notes dans les différentes séries enseignées au LTDK. Pour couronner le tout, des témoignages de satisfaction ont été décernés au ministre de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle et à la présidente d'honneur de l'édition 2025. Au Burkina Faso, en marge de la cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales à la primature, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo s'est exprimé sur l'endroit de l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le point avec Mariama Tamboura. Cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales à la primature du Faso. Sous le drapeau, le moment est solennel. Le personnel de l'institution renouvelle un engagement fort, celui de toujours être au service de la nation. Cette montée des couleurs nationales est une occasion pour expliquer davantage les enjeux de la révolution progressiste populaire. Cette révolution, notons-le, bourgeonne depuis l'avènement du MPSR 2. Au cœur de cette dynamique historique se dresse un homme, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, dont la vision claire et le courage sans faille ont su canaliser les aspirations profondes de notre peuple. Sa vision audacieuse est un pacte sacré avec chaque Burkinabé, une feuille de route exigeante pour la reconquête de notre honneur national. Une adhésion et un engagement qui se renforcent chaque jour autour de plusieurs initiatives présidentielles. Désormais, le Burkina Faso n'est plus spectateur de son histoire, mais est devenu l'acteur principal et le premier bénéficiaire. En cette période agricole, la mobilisation citoyenne pour la production, à travers l'offensive agro-silvopastorale, est un autre champ de bataille où se joue notre souveraineté. Cette adhésion se manifeste également par le soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. La route est encore longue, relève cependant le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. Et c'est pour cela qu'il appelle à l'union sacrée derrière la vision portée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La CANAM intensifie la sensibilisation sur le RAMU à travers une campagne nationale. Du 10 au 28 août dernier, une mission d'information et d'échange a sillonné 5 régions du Mali avec pour ambition d'élargir le dispositif à l'ensemble du pays. Il s'agissait des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Le commentaire est de Bemba Sibi. 5 régions, un objectif, élargir la couverture sociale en informant les populations sur les avantages du régime d'assurance maladie universelle RAMU. Une mission de la Caisse nationale d'assurance maladie du Mali a sillonné les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Il s'agit à travers ce périple d'étendre la couverture maladie à l'ensemble de la population malienne, ceci en donnant la bonne information. Le régime d'assurance maladie universelle RAMU est bien plus qu'un projet technique. Il est le symbole d'une vision sociale ambitieuse, celle d'un Mali où chaque citoyen, qu'il soit dans le secteur formel ou informel, puisse accéder aux soins sans sombrer dans la précarité. Cette initiative est non seulement à saluer, mais aussi elle contribue au renforcement de l'adhésion de la population à la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle
quête que recherchent les plus hautes autorités de notre pays. Le RAMU, qui est inscrit dans la politique nationale de protection sociale, constitue un chantier majeur de la protection sociale. Son appropriation est une priorité de la Caisse. Plusieurs séances d'information ont déjà été effectuées, mais cette nouvelle campagne se veut plus inclusive et approfondie. Les rencontres régionales organisées en collaboration avec le projet ARISA Kenya Iriwali ont rassemblé près d'une centaine de participants par localité. Au terme des échanges, ces derniers ont eu une meilleure compréhension de l'innovation dans la couverture maladie qu'est le RAMU. Pour le RAMU, si les mutuelles sont mises en place au niveau de tous les cercles, ça va permettre au RAMU d'être opérationnel. Les participants et participantes ont suivi avec un grand intérêt cet atelier parce que ça permet aux uns et aux autres de connaître la définition du RAMU. C'est-à-dire le RAMU est fait pour permettre de couvrir l'intégralité sanitaire. C'est une très belle chose pour tout le Mali, surtout pour la région de Gao, précisément en Sango, en cette période de crise. Si on arrive à avoir une assistance médicale qui prend tout le monde en charge, je crois que c'est déjà quelque chose et c'est bénéfique pour tout le monde. Au cours de ces séances de sensibilisation, les responsables des différents services techniques ont été outillés sur le montage technique et institutionnel du dispositif. Un volet spécifique a également été consacré à la lutte contre la fraude, un enjeu majeur pour assurer la viabilité financière du régime et préserver la confiance des assurés. Les échanges ont abouti à des recommandations visant à améliorer l'efficacité, la transparence et l'inclusivité du système afin de garantir le succès du RAMU. Place à notre chronique santé. À présent, les professionnels du domaine se penchent ce soir sur un problème de santé méconnu du grand public. Il s'agit de l'andropause, définie comme un déficit hormonal. Je vais y arriver, généralement lié à l'âge. L'andropause touche particulièrement les hommes dont l'âge se situe dans la quarantaine et plus. Elle se manifeste par la baisse de la testostérone. Par exemple, suivant Awa Traoré qui va nous édifier davantage. C'est la première fois pour moi d'entendre ces mots. Je connais la ménopause pour les femmes, mais je ne sais pas que l'andropause existe pour les hommes. Tout comme Abdraman Aïdara et Ibrahim Sanogo, beaucoup d'hommes ignorent la ménopause masculine ou l'andropause. De la perte de libido en passant par des troubles rectiles ou encore par la déprime, l'andropause est la diminution de la production de testostérone chez l'homme, une hormone mal sécrétée par les glandes surrénales. Avec l'âge, tous les organes chez l'homme, je veux dire avec grand H, vont avoir, et tous les systèmes vont se détériorer progressivement avec le temps. On peut dire que globalement, à peu près 20% des hommes, au-delà de 50 ans, vont présenter progressivement une diminution de la production de testostérone. Et à 70 ans, cela peut monter jusqu'à 50% des hommes. Même si la cause principale de l'andropause est liée au vieillissement, néanmoins, une mauvaise hygiène de vie peut prédisposer à ce trouble hormonal. On ne peut pas forcément dire qu'on va éviter le déficit androgénique lié à l'âge, mais par contre, on peut en atténuer les effets sur l'organisme. Et c'est là par des bons comportements en termes d'hygiène et en termes d'alimentation. En tant qu'homme, même en tant que femme aussi, évidemment, une activité physique et sportive régulière. La baisse de testostérone peut survenir à tout âge. On parle alors d'hypogonadisme. Par contre, l'andropause apparaît après 40 ans chez certains hommes. Les patients consultent généralement en raison d'une baisse de la libido et des performances sexuelles. Le traitement, il est hormonal. C'est l'apport d'androgènes, en l'occurrence la testostérone. C'est donc le produit qu'on injecte. Il faut améliorer le niveau de production de testostérone. Et sur le plan alimentaire, on sait que le gingembre, le gingembre apporte, stimule les glandes
surrénales pour les faire produire la testostérone. Et l'œuf sous toutes ses formes, le jaune d'œuf apporte du zinc qui participe à l'amélioration de la qualité des rapports sexuels. Moi, je ne conseille pas les aphrodisiaques. Une fois que le mal persiste, certaines causes de ces dysfonctionnements peuvent être traitées et permettant ainsi la disparition ou la diminution des signes cliniques. Quand ceci arrive, les traitements sont des traitements essentiellement de substitution. Mais il faut d'abord faire la preuve véritablement qu'il s'agit de phénomènes qui sont liés à la diminution du taux de testostérone circulante. Même s'il n'y a pas de pause à proprement parler, l'homme, à un certain âge, peut présenter des difficultés d'enfantement. Chez l'homme, on peut toujours faire des enfants à un âge assez avancé. Mais la qualité de ces enfants-là aussi est affectée. Donc, moi, je conseille aux gens de se marier dans des âges raisonnables. Et nous allons terminer avec un peu de lecture. Vous avez 2 ouvrages aujourd'hui récemment publiés aux éditions La Qualita en 2024 et 2025. L'auteur est notre confrère Seydouna Oumar Diko. Vous avez d'abord Sur les chemins de Rance entre Kram et Jujubier, récit personnel et mémoriel qui révisite la vie à Nioro et les grandes figures du Mali. Autrement, une œuvre autobiographique qui retrace la vie des journalistes Tanga entre eau trouble et tempête. Et la deuxième parution est Nioro du Sahel, 60 constellations tutélaires, premier tome d'une fresque dédiée aux hommes et femmes ayant marqué l'histoire de sa ville natale en 1948 et 1968. L'auteur, c'est notre confrère Seydina Oumar Diko. Sur ce prend fin cette édition que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Je vous retrouve, je l'espère, demain, même heure, même plateau et surtout, soyez au rendez-vous. Un grand merci à nos téléspectateurs de Badjangara, de Sanga et de Koro. À demain. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.